Bonjour Édouard Geffray. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous, le ministre de l'Éducation nationale, dans ce moment charnière dans une vie. Tous ceux qui l'ont passé se rappellent cette période, les révisions, le stress, l'attente. Je parle du bac, bien sûr, dont les épreuves ont commencé lundi avec la philosophie pour les élèves de terminale. Édouard Geffray, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Oui. Oui. Il faut développer. Et même il faut. C'était une des questions de dissertation. Absolument. C'était le deuxième sujet du bac de philo général. Et en réalité, il faut. Et pourquoi il faut ? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui essayent de jouer sur les fractures, qui essayent de jouer sur la détresse, et qui font de la démagogie en capitalisant sur la souffrance. Et parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a des gens qui sont malheureux. Mais en réalité, quand vous avez la chance de l'être, et surtout la chance de croire qu'on peut être heureux dans la vie, il faut partager ça avec les autres. C'est le principe d'une LED. C'est tout petit, mais ça fait beaucoup de lumière. Vous voyez ? Donc, moi, je suis intimement convaincu que j'aurais répondu oui à la question sans aucune hésitation. Ça, c'est votre dissertation du bac. L'autre sujet, c'était « Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?» Qu'auriez-vous répondu ? Que certains l'ont perdu. Qui ? Ceux qui tombent dans l'excès et dans l'outrance à longueur de journée. Vous visez qui en disant ça ? Je vise tout ce qui, aujourd'hui, est extrême et qui considère que l'outrance est devenue un mode normal de raisonnement et d'expression. Moi, je crois beaucoup à la pondération. J'accepte d'accueillir la parole de l'autre. Et la maîtrise du langage, c'est précisément l'accueil de la parole de l'autre et la capacité à exprimer une pensée pondérée. Le réel est complexe. Il ne se résout pas en 2 coups de cuillère à peau. Pas toujours satisfaisant, mais le réel est complexe. Et donc avoir la maîtrise des mots, c'est derrière être capable de qualifier la réalité. Et quand vous qualifiez la réalité, vous commencez à vous attaquer aux vrais problèmes. Voilà pour la dissertation du ministre de l'Éducation de philo. Il y a un sujet qui inquiète les élèves, Édouard Geffray, dans ce contexte de forte chaleur, c'est comment travailler, comment passer des examens quand il fait 40 degrés dehors. Alors vous avez déjà dit qu'il n'y aurait plus d'épreuves du bac l'après-midi. Hier, vous avez précisé que pour les oraux, ce sont les recteurs qui jugeront localement de la pertinence de reporter l'oral ou non. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant ? L'idéal serait que nous ayons nos 60 000 écoles, collèges, lycées, parfaitement isolés, rafraîchis, etc. D'abord, tous ces bâtiments appartiennent aux collectivités territoriales, pas à l'État, donc je ne sais pas... Les écoles primaires, c'est les communes, voilà. Les primaires, c'est les communes, les collèges, les départements. Voilà, et les lycées, ce sont les régions. Donc vous voulez dire que vous ne pouvez rien faire ? Donc je veux dire par là que nous, on finance. Il y a 3 milliards d'euros qui ont été mis sur la table, et aujourd'hui, il y a 24 millions de mètres carrés qui sont en cours de rénovation. Mais de même que je ne peux pas rénover, pardonnez-moi, votre appartement, je ne peux pas rénover un bâtiment qui ne m'appartient pas. Vous ne pouvez pas poser la clim. Donc je ne peux pas poser la clim moi-même. Et vous avez des grosses craintes sur lundi, c'est cela ? Alors voilà, à partir de là donc, pour les examens, très clairement, ce qu'on nous annonce, c'est une vague de chaleur avec un pic ce week-end et peut-être lundi. Si lundi, mais ça s'apprécie au cas par cas localement, selon la température extérieure, selon surtout la température à l'intérieur du bâtiment, si lundi des chefs d'établissement constatent, enfin d'ici là plutôt, on constate que lundi on ne saura pas accueillir les élèves et les professeurs dans les bonnes conditions pour passer l'examen, et c'est vrai pour les élèves, mais c'est aussi vrai pour les jurys qui vont passer leur journée à faire passer l'examen, à ce moment-là, les recteurs pourront effectivement décider de décaler d'1 ou 2 jours. Donc on leur dira le jour même, ce qui est aussi... Non, on les préviendra avant. Je vois tous les recteurs cet après-midi. Oui. Je les ai réunis cet après-midi pour précisément anticiper. Une fois qu'on aura les prévisions les plus fiables de Météo France, donc probablement jeudi ou vendredi au plus tard, mais plutôt demain, les recteurs prendront les décisions. Il y aura une nouvelle convocation qui sera adressée aux élèves, là où il y aura lieu. Donc le vendredi pour le lundi, pour être très concret, les épreuves écrites ça va parce que c'est le matin, mais le problème ce sont les oraux. Voilà, donc vous pourriez décaler les oraux du bac la semaine prochaine. Les épreuves écrites sont terminées. Il ne reste plus que les oraux. Les élèves sont actuellement convoqués pour des oraux et certains le sont lundi, pas beaucoup par rapport à la masse, mais certains le sont dès lundi. Pour cela, si dans leur centre d'examen, les conditions ne sont pas remplies, ils recevront et ils seront contactés une autre convocation jeudi ou au plus tard vendredi matin, leur indiquant que l'oral est décalé de quelques jours. C'est pas ce que je recherche, honnêtement. On va tout faire pour l'éviter. Mais si jamais c'était rendu obligatoire par les faits... Et la température, c'est quoi ? C'est quoi le niveau à partir duquel il faut fermer la classe ? Non, mais c'est à apprécier. Mais c'est évident que si vous n'avez pas passé votre épreuve du bac dans une classe où il fait, je ne sais pas combien, 38 ou 40 degrés. Quoi. Voilà, ce qui est c'est la température intérieure de la classe. C'est le pic qu'on nous annonce. Voilà. Ensuite, les collectivités locales sont aussi en train de faire en sorte qu'il puisse y avoir des petits climatiseurs dans les salles d'examen, etc. Donc voilà, tout ça va se régler. Pardon, Édouard Geffray, mais s'il fait 36 ou 37 dans la classe, c'est pas supportable non plus.
Non, mais je dis, enfin, c'est pas un si degré vous attendez près. qu'il fasse 39 pour... Non, mais c'est un degré, c'est pas une question de 1 ou 2 degrés près, c'est une question d'appréciation globale. Et une fois encore, ça s'apprécie au niveau local. La semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais dans une école, au moment du pic de chaleur, vous savez, fin mai, il faisait plus frais dans l'école que dans tous les bâtiments alentours, parce qu'elle avait été bien isolée. Dans ce cas-là, évidemment, ça peut se tenir. C'est vrai, mais il y a aussi des classes, notamment à Champigny, où le thermomètre affichait 40 degrés. Et dans ce cas-là, il faut savoir fermer. Édouard Geffray, écoutez, une professeure d'un collège, le collège Maryse Bastier de Reims, elle pointe un problème. Il y a les examens, mais il y a aussi les cours. On Tout à fait. Les cours l'après-midi, impossible de se concentrer. Je n'ai même pas de rideau aux fenêtres. Après, donc il faut ouvrir les fenêtres. J'en ai 2 dans ma salle, j'en ai une sur les 2 qui ne s'ouvre pas. On a un ventilo pour une vingtaine d'élèves plus moi. Rien n'est fait pour eux, rien n'est fait pour moi non plus. Donc c'est impossible de travailler. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour les cours ? Quelle est la réponse à apporter ? Est-ce que vous dites, au-delà d'une certaine température, on va aussi reporter les cours l'après-midi ? Alors là aussi, moi je ne suis pas partisan de dire depuis Paris au-delà d'une certaine température pour tout le monde. Je pense que c'est des choses qui ne se règlent pas comme du papier à musique depuis la rue de Grenelle. Mais même cause, même principe. Si les températures sont excessives et ne permettent pas de faire cours dans des conditions, j'allais dire, de sécurité normales, à ce moment-là, on peut effectivement, je vais dire ça rapidement, fermer l'école ou l'établissement. Les autorités ne sont pas les mêmes. Pour fermer une école, donc une école au sens primaire, maternelle, élémentaire, c'est le maire ou le préfet. Quand c'est un collège ou un lycée, c'est soit le maire et le préfet, soit le chef d'établissement qui peut décider d'interdire l'accès à ces locaux. Oui, mais vous avez votre mot à dire. Pour empêcher. En tant que ministre, moi j'ai communiqué, si vous voulez, tout ça est quand même très anticipé. Hein. On a rédigé, on a travaillé avec l'organisation syndicale d'ailleurs, un plan de gestion des vagues de chaleur que j'ai envoyé à tous les directeurs d'école, tous les chefs d'établissement fin mai, que j'ai renvoyé hier soir pour être sûr que tout le monde l'ait, et qui prévoit tous les cas de figure. Oui, mais c'est vous le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. À partir de quel moment on ferme une classe ? Parce qu'il faut aussi que les recteurs, que les professeurs, que les élèves puissent anticiper et comprendre. Si vous êtes dans un bâtiment qui ne dispose d'aucun espace rafraîchi, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'échappatoire, et qui fait toute la journée 35-37 degrés dans votre classe, vous fermez l'école pour la demi-journée ou pour la journée. C'est déjà des choses qui se pratiquent. L'été dernier, en début d'été, sur 60 000 implantations en France, il y en a 2000 qui ont fermé au moment de la vague de chaleur. Bon, donc c'est des choses qu'on sait faire. Par contre, vous dire que moi, au niveau de la rue de Grenelle, je vais dire demain matin, plouf, tout ça va se décider au niveau national en 2 coups de cuillère à peau, la réponse est non. Sur les syndicats ça se décide au niveau local. Par contre, le cadre, il est fixé au niveau national. Je l'ai fixé, je l'ai envoyé, je l'ai travaillé avec les collectivités locales et avec les organisations syndicales. Donc on a un cadre qui est connu, qui est travaillé, qui est anticipé, que tout le monde a. Et ensuite, c'est au niveau local, avec les préfets, avec les maires que ça se décide. Très très rapide question avant de repasser à la philo. Sur les syndicats qui vous demandent très concrètement d'installer des thermomètres dans les classes, est-ce que vous y êtes favorable ? Écoutez, moi, on a 600 000 classes aujourd'hui en France. Je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas installer 600 000 thermomètres dans la semaine. Voilà. Qu'on ait des outils de mesure, bien sûr, mais ce qu'il faut surtout, c'est accélérer sur l'innovation du bâti. On le fait avec les collectivités locales. Une fois encore, nous, on finance. Ce sont les collectivités locales qui le font. Chacun a ses responsabilités, quand même. Mais tout ce qui permet à la fois de mesurer et surtout d'améliorer le confort des professeurs comme des élèves est bon à prendre. Édouard Geffray, en décembre, vous disiez vouloir redonner de la crédibilité au bac. Est-ce que le bac est encore... En fait, est-ce qu'il sert encore à quelque chose ? Est-ce qu'il est encore central, primordial dans un parcours ? Ou alors, il est devenu secondaire et relégué, notamment derrière Parcoursup ? Est-ce que vous connaissez des gens dont les enfants passent le bac ce matin ? Oui. Est-ce que vous les avez trouvés parfaitement cool ? Non, mais c'est... Et insouciants ? Non. Donc ça vaut quelque chose. Mais c'est pas ça la question que je vous pose. C'est est-ce que le bac a encore de la valeur dans une vie, dans un parcours, quand on voit, par exemple, que les orientations sont décidées avant les résultats du bac ? Oui, alors ça c'était déjà vrai avant. Donc oui, ça a de la valeur. Il est vrai qu'il y a une espèce de miroir un peu déformant de Parcoursup. C'est-à-dire que les familles pensent beaucoup à Parcoursup, un peu moins au baccalauréat. Mais d'abord, le baccalauréat n'est pas acquis. Il faut le passer, il faut l'avoir. Ça reste un enjeu pour nos élèves. Et puis tout simplement, ça conditionne l'accès au supérieur. Un élève qui aurait son orientation dans le supérieur mais qui n'aurait pas le bac, il n'ira pas dans le supérieur. Donc le bac, ça reste un sésame. Et puis, ça reste, pardonnez-moi, mais une forme de clause de rendez-vous en fin de scolarité pour nos élèves qui arrivent jusqu'au baccalauréat et qui finalement doit attester un niveau. D'où le fait que je suis assez clair sur le niveau attendu. On ne donne pas le bac, on l'obtient. Avec un contrôle continu, notamment. Quand vous voyez qu'il y a quand même de nombreuses universités qui mettent désormais en place des cours obligatoires de remise à niveau en français pour des étudiants qui ont pourtant déjà le bac, ça veut quand même dire qu'il y a un vrai problème avec la valeur du bac, non ?
Alors avec la je ne sais pas, mais avec en tout cas le niveau de maîtrise de la langue, confère ce qu'on disait au début sur le sujet de philo, ça je crois. Et c'est pour ça que j'ai constamment dit depuis mon arrivée, et je l'ai même d'ailleurs écrit à tout le monde, au risque de provoquer des inquiétudes des uns ou des polémiques des autres, que je plaçais la maîtrise du langage comme étant un des éléments fondamentaux d'appréciation, et quelle que soit la discipline. Parce qu'effectivement, si vous mentez aux gens sur un niveau réel, quand ensuite ils arrivent dans le supérieur, ils sont très vite, si je puis dire, en difficulté, parfois disqualifiés, et on ne peut pas s'offrir ce luxe de dire à des élèves qu'ils ont le niveau s'ils ne l'ont pas. Et par ailleurs, il faut apprendre à nos élèves à avoir ce type d'exigence, c'est-à-dire, oui, la maîtrise de la langue, ça compte, oui, se relire, ça compte, oui, l'orthographe, ça compte, oui, la syntaxe et la grammaire, ça compte. Voilà. Édouard Geffray, vous dites que le bac c'est important. On va vous faire passer un petit quiz. Je sais pas si c'est. Je deviens un spécialiste des quiz, moi. Exactement. Je suis content de savoir que ça intéresse les Français en termes d'information. On compatit, Édouard Geffray. Un petit quiz d'histoire pour commencer. En quelle année le président de la République est-il élu pour la première fois au suffrage universel direct sous la Ve République ? De mémoire, ça doit être 62 ? Alors, 62, c'est la réforme, mais la première élection au suffrage universel. Et alors, du coup, ça doit être 58 plus 7, 65 ? Exactement. Dernier président de la République, de la 4e République. Alors, attendez, 4e République, c'est par René Coty ? Bravo. La date des accords d'Évian, Édouard Geffray ? C'est mars 1962. Je ne sais plus si c'est le 19 ou le 21, mais c'est le 18, mais bonne réponse. 18. La date de la fête de la Fédération ? C'est fou ce qu'on s'amuse. Vous parlez en France ? Ça pourrait être aux États-Unis, mais oui, c'est en France. Ah oui, en France, oui. Ah d'accord, non mais excusez-moi, c'est pour ça. 14 juillet, ça doit être 1790-91 ? 1790. Bon, et une dernière... Ça dépend en fait, parce qu'une fois qu'on sait qu'on peut s'amuser au quiz, si vous voulez, on se met dans l'état d'esprit. C'est comme quand vous faites un créneau devant tout le monde et que bizarrement vous ratez votre créneau. Vous voyez, maintenant je suis habitué, je deviens le ministre des quiz. On va dire que vous avez eu l'oral de rattrapage. Mais ça me fait plaisir de savoir que ça intéresse tout le monde. On va continuer à parler d'école dans un instant avec vous, le ministre de l'Éducation nationale. Mais pour l'instant, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Marie Martyrossian. Une cellule d'écoute psychologique ouverte dans une école de l'Eure en Normandie après qu'un enfant de 8 ans est mort noyé près d'Évreux hier après-midi. Selon nos confrères d'ici Normandie, le petit garçon participait à une séance de natation scolaire encadrée par plusieurs maîtres nageurs. Les circonstances de cette noyade sont inconnues pour le moment. Dans la Manche, un navire de guerre russe a tiré plusieurs coups de semonce hier en direction d'un voilier civil sur lequel 2 retraités britanniques naviguaient. L'incident n'a pas fait de blessés selon le ministère russe de la Défense. Ce yacht était trop proche du bateau. Les autorités britanniques ont ouvert une enquête. La France se prépare à avoir bien chaud avec cette nouvelle vague de chaleur qui s'annonce. Des températures qui vont atteindre par exemple les 30 degrés à Rennes aujourd'hui, 32 à Paris et jusqu'à 37 à Valence. Météo France annonce 40 degrés dimanche et lundi. Et puis Kylian Mbappé est un joueur hors norme. Les mots du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, hier après la victoire de l'équipe de France 3-1 face au Sénégal et ce doublé donc du capitaine des Bleus. Le prochain match, ça sera lundi contre l'Irak. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale. Paul, un nouveau drame dans le cadre de la scolarité. Un enfant de 8 ans est mort noyé hier après-midi dans une piscine dans l'Eure lors d'une séance de natation scolaire, selon les informations d'ici Normandie de sources concordantes. Le drame s'est produit précisément à Conche-en-Ouche, à côté d'Évreux. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez plus d'informations sur les circonstances de ce drame ? Non, pas encore. C'était fait dans un cadre scolaire. Manifestement, c'était surveillé par plusieurs maîtres nageurs. Donc maintenant, il y a une enquête judiciaire qui va me dire dans quelles conditions ça s'est passé. Malheureusement, on est dans une période, vous savez, chaque été, et notamment en cas de forte chaleur, les risques de noyade augmentent. En l'occurrence, je ne sais pas ce qui s'est passé. Évidemment, je ne peux que compatir, mais de manière absolue, à la souffrance de la famille, parce que c'est vraiment un drame épouvantable, mais en l'occurrence, j'en sais pas plus actuellement. Édouard Geffray, un animateur d'une école parisienne qui était poursuivi pour agression sexuelle sur mineur a été relaxé hier par le tribunal correctionnel qui a estimé que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Alors dans son jugement, le tribunal relève que certes un comportement inapproprié a eu lieu et il estime que l'animateur aurait dû faire l'objet de rappels à l'ordre et d'une formation, mais en même temps les juges estiment que l'infraction donc n'est pas caractérisée et que le tableau clinique psychologique des enfants qui évoque une agression
peut aussi résulter de la médiatisation de l'affaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Je pense qu'il y a un principe fondamental qui s'appelle l'indépendance de la justice. Et que la séparation des pouvoirs conduit à ce que l'exécutif ne commande pas une décision de justice. Mais vous nous avez fait des grands discours ces derniers jours dans l'affaire Diana, notamment sur le fait qu'il fallait écouter la parole de l'enfant. Absolument. Et qu'il fallait se réveiller. Là, c'est la première affaire qui est jugée dans le cadre de la multiplication des accusations de violence dans le périscolaire. Et c'est une relaxe, malgré les témoignages de l'enfant, malgré le fait que, selon les juges, cet animateur aurait dû faire l'objet de rappels à l'ordre. Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose d'incompréhensible ? Je le comprends parfaitement. En tant qu'individu et citoyen, je comprends parfaitement que les parents puissent être préoccupés, inquiets, etc. Ensuite, il y a une justice. La justice, elle passe au regard d'un droit pénal. Et en l'occurrence, les décisions de justice sont susceptibles de recours. Donc tout ça fait que je ne me prononce pas sur la décision elle-même. Maintenant, pardonnez-moi, mais quand vous souhaitez que le parquet fasse appel Pardonnez-moi, juste, c'est le parquet qui décidera. Il n'y a pas de conseil individuel, encore moins une éducation nationale de qui que ce soit. Mais par contre, pardonnez-moi, vous avez dit des grandes paroles, ou des grands discours, je crois. Pardon, oui, mais en fait, on a un gouvernement qui a été mobilisé. Oui, mais pardon, sur ce depuis sujet. que je suis là, en fait, sur les sujets de violence aux enfants, j'agis. D'accord ? Comment ? Quand je suis arrivé, alors justement, on va reprendre le fil. Donc moi, je suis arrivé en octobre. Quand je suis arrivé, il se trouve que c'est un sujet que je connais un petit peu. Actuellement, nous faisons 80 000 signalements à la justice ou informations préoccupantes par an. L'école, c'est le premier signaleur de France. Oui, mais le problème, c'est le suivi de ces signalements. Je vais y arriver. Mais si ça ne vous dérange pas, on va tout reprendre. Il n'y avait aucun cadre sur les modalités concrètes pour faire un signalement, y compris contre un collègue ou contre un directeur d'école ou contre un chef d'établissement quand je suis professeur. J'ai donc fait un protocole d'action qui est commun à toute l'éducation nationale, qui a été diffusé au mois de mai. Par ailleurs, vous savez que l'un des enjeux, c'est que on a des personnes qui, selon le temps sur lequel vous êtes entre périscolaire et scolaire, il y avait un petit côté que moi j'appelle, les chats perchés, c'est-à-dire c'est pas sur mon temps, c'est le temps périscolaire, je peux rien faire. Et c'est comme ça qu'on a eu un certain nombre de cas qui ont été mal pris en charge. Chacun se renvoie la balle. Donc, j'ai désigné une déléguée ministérielle auprès de la médiatrice, donc avec un statut d'indépendance, que toute personne peut saisir lorsque son enfant a été victime de violences dans l'enceinte de l'école, quelle que soit la personne qui intervient, pour précisément démêler les sujets. Et je porte, pardonnez-moi, mais c'est vraiment important ce qu'on va se dire. Oui. Et je porte, dans le cadre de la projet de loi sur la protection des enfants, une disposition qui est ce que j'appelle la liste noire des interdits d'école. Que vous ayez été licencié du périscolaire, du sport ou de l'éducation nationale à cause de votre comportement avec les mineurs, vous ne pouvez plus re-rentrer dans l'un des trois. Même sans décision de justice ? Même sans décision de justice, justement, c'est l'intérêt. Même sans condamnation pénale. Parce qu'une procédure disciplinaire, c'est une procédure contradictoire. Mais il faut avoir été licencié. Oui, quand on est simplement suspendu, on n'entre pas dans cette liste noire. Absolument. Mais voyez-moi quelqu'un qui a un comportement totalement inapproprié avec les mineurs, comme la personne dont on parle là, vous voulez je considère... moi, en tout cas, l'éducation nationale, je considère qu'elle a vocation à être révoquée de l'éducation nationale, sous réserve évidemment du procédure contradictoire et que tout ça soit établi. Mais à partir du moment où c'est établi qu'il y a un comportement inapproprié, que ce comportement soit pénalement réprimé ou pas. Vous appelez à la fermeté. Une personne qui a un comportement absolument inapproprié avec des mineurs n'a pas sa place, même si c'est pas pénal, n'a pas sa place. Ça va poser la question de la présomption d'innocence aussi. Alors, à l'issue de la suspension, la suspension sert précisément à faire l'enquête. Moi, je prends la suspension systématique. Autre point d'ailleurs au passage que je fais. Je dis quand une personne est mise en cause, sérieusement évidemment, par un mineur à raison de ses agissements sur des mineurs, elle doit être suspendue parce que la suspension permet simplement de geler la situation. Et s'il est suspendu, il ne sera pas dans votre liste noire. C'est que s'il est licencié. Le temps qu'il est suspendu, par définition, il reste rattaché à son administration. À l'issue de la suspension, s'il y a une sanction disciplinaire qui aboutit, parce qu'on constate que les faits sont établis, à un licenciement, il ne pourra plus revenir ni dans le périscolaire, ni dans l'éducation nationale, ni dans les sports. Et ça, c'est quand même assez intéressant, si vous voulez, parce que ça fait que vous fermez définitivement les murs de l'école à des gens que vous avez écartés parce que vous considérez qu'ils étaient dangereux. Sinon, ils peuvent repasser le concours le lendemain matin. Il y a un exemple, justement, Jérôme Barella, le principal suspect dans l'affaire Diana, il avait été suspendu il y a 5 ans. Il était agent d'entretien de la région Occitanie parce qu'il avait envoyé des SMS à une élève du lycée où il travaillait. Comme il avait été suspendu, votre liste noire, en l'occurrence, dans cette affaire, elle n'aurait servi à rien. Alors, en l'occurrence, l'enquête est en cours. Vous savez qu'il y a une enquête administrative en cours à laquelle j'ai demandé à ce que l'inspection de l'éducation nationale soit jointe. Vous l'aurez quand, cette enquête? On verra exactement.
Normalement, c'est le 22 juin qu'on a les premières conclusions qui seront remises au Premier ministre. Si vous voulez, donc là, en l'occurrence, sur cet aspect-là, je préfère ne pas me prononcer parce que j'attends les résultats de l'enquête. Mais en tout cas, votre liste noire n'aurait pas changé. Mais en tout cas, la liste noire, à partir du moment où la personne est révoquée, elle l'empêche de revenir de quelque manière que ce soit dans l'enceinte scolaire. C'est ça qui est important. Quand vous déposez votre enfant le matin à l'entrée de l'école, il faut que vous soyez sûr qu'il n'y a aucun prédateur à l'intérieur des murs de l'école sur quelque temps que ce soit. Est-ce que vous répétez ce matin, comme vous l'avez dit sur TF1 il y a une semaine, que vous n'avez aucun élément qui vont dans le sens d'une défaillance de l'éducation nationale dans l'affaire Liane? Alors, j'ai pas plus d'éléments aujourd'hui que la semaine dernière. Nous, de notre côté, de ce que nous avons collecté, effectivement, nous n'avons pas d'éléments particuliers d'une défaillance de l'éducation nationale, parce que, notamment à l'époque, la proviseure avait immédiatement signalé ces faits à la région, qui était l'employeur de M. Barella. Mais vous parlez de chat perché tout à l'heure. Là, on est encore dans du chat perché. Chacun se dit c'est pas moi, et à la fin, il se passe ce qui se passe. Sauf qu'en l'occurrence, la proviseure a bien fait le signalement et que la région a ensuite pris des décisions. Mais une fois encore, je n'ai pas plus d'éléments parce que par définition, je ne suis pas allé voir. J'interagis pas avec l'enquête. Donc, on verra ce qu'on nous dit le 22. En fonction de ça, on tirera des conséquences. L'autre élément qui me semble important, et d'ailleurs j'ai envoyé une instruction la semaine dernière au recteur, si vous voulez, c'est qu'on soit non seulement très sévère, c'est le sens du terme, mais très réactif. C'est-à-dire que moi j'ai demandé à tous les recteurs de faire en sorte qu'on ait une enquête administrative lorsque ça met en cause des mineurs. L'enquête commence dans les 48 heures qui suivent. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des semaines parce que la personne est suspendue. Elle est peut-être suspendue, et c'est très bien. Mais au-delà des suspensions, il faut agir vite. Donc dans les 48 heures, on fait l'enquête. Pour aussi recueillir la première parole de l'enfant, parce qu'on sait que c'est ça qui est important, c'est la première parole qui compte. Et pour derrière, au bout d'un mois, avoir une première indication sur fait sérieux, fait établi ou pas. Si les faits sont sérieux ou établis, on sanctionne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, à ce moment-là, évidemment, on en tire les conséquences positives. Édouard, j'ai fait une petite question. C'était un engagement. Est-ce que le téléphone portable sera interdit au lycée en septembre ? J'espère bien. La loi, comme vous le savez, est actuellement en cours d'élaboration parce qu'on attend une décision de la Commission européenne sur l'autre volet qui est l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Et vous espérez ou vous allez le faire? Ah non, c'est pas que je... Enfin, quand je dis j'espère, c'est qu'on va le faire. Mais simplement, il faut 1er septembre. Il faut juste que la loi. 1er septembre. Oui, il faut juste que la loi soit publiée dans l'été, ce qui sera a priori très probablement le cas, au moins sur ce volet-là. Donc oui, 1er septembre, interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les lycées, sauf dérogation particulière. Parce que c'était déjà pas forcément très bien perçu par tout le monde. Là, on est en juin, on n'a pas encore la certitude que ce sera le 1er septembre. Vous pensez que ça va bien se passer? Alors d'abord, ce sera 1er septembre, je pense, parce que la loi sera très probablement publiée dans l'été. Et je vais d'ailleurs envoyer prochainement un certain nombre d'éléments chez l'établissement pour qu'ils puissent mettre ça en place. Mais oui, effectivement, je considère que c'est quelque chose qui est absolument majeur pour nos élèves. C'est une annonce, et c'est sur France Info ce matin. D'ailleurs, c'est l'heure de la question qui, parce qu'il est 8h56. Ce matin, la question qui parle basque. Près de 80 lycéens de Bayonne ont rédigé vendredi leur épreuve anticipée de mathématiques en basque, malgré vos consignes. Est-ce que ces copies vont être corrigées? Toute copie du baccalauréat est corrigée. Et en l'occurrence, il s'agit d'une épreuve de mathématiques dont un tiers sont des purs automatismes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expression. C'est des chiffres, c'est pas des mots. Bah oui. Et l'autre partie ne comporte quasiment aucune expression littéraire. Donc on verra bien ce qui se passe et on va voir ça évidemment avec le rectorat, mais on corrige évidemment tout. Ce qui compte sur les langues régionales, c'est que on a trouvé, j'ai arbitré, j'ai décidé d'un certain nombre de modalités de prise en compte des langues régionales au baccalauréat. Parce que c'est des années qu'on bricolait, ce que je croyais pas souhaitable. Vous avez annoncé qu'à partir de 2028, certaines spécialités pourraient être passées en langue régionale, mais pourquoi pas les maths par exemple justement? Alors, ce que j'ai dit, c'est que le bac doit pouvoir, si je puis dire, sanctionner positivement, récompenser un parcours bilingue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, des élèves qui ont un parcours bilingue en régional, et puis quand ils arrivent au baccalauréat, boum, il n'y a rien. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les candidats pourront passer une des deux spécialités en langue régionale, et que s'ils ont la moyenne de cette spécialité et la moyenne dans la langue régionale qui suivent par ailleurs en cours, ça vaudra mention parcours bilingue sur leur baccalauréat. Merci. Et en revanche, il faut que ce soit sur toute la scolarité terminale, c'est-à-dire première et terminale. Donc les copies sont corrigées. Merci beaucoup, Édouard Geffray, d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci.